Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les centrales nucléaires françaises de plus en plus sur la sellette. Berlin demande à la France de fermer Fessenheim. Genève porte plainte et exige la fermeture du site du Bugey. Alors que l'État entend prolonger la durée des installations, la sécurité est-elle encore assurée? Débat à suivre dans un instant. La France et l'Allemagne main dans la main pour résoudre la crise des migrants. Ce matin, François Hollande a reçu la chancelière Angela Merkel à l'Elysée pour trouver un terrain d'entente sur ce dossier très sensible. 3 jours avant le sommet crucial de lundi entre l'UE et la Turquie. Le détail dans cette édition. Manuel Valls auditionné par le Sénat mardi prochain sur la réforme constitutionnelle. Le texte doit être examiné le lendemain par la commission des lois. Toute la semaine, elle a poursuivi ses travaux préparatoires. Vous entendrez les différents points de vue des constitutionnalistes à la fin de cette émission. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Cet après-midi, pour nous accompagner, notre journaliste Faustina Saint-Geniès en direct de la salle des conférences du Sénat. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Rencontre Hollande-Merkel à l'Elysée sur la crise migratoire. La France promet d'accueillir 30 000 migrants et d'envoyer un bateau au large de la Turquie pour assurer le contrôle des flux migratoires. Anne Lorbans. Une bise amicale et un accueil chaleureux. Ce matin, dans la cour de l'Elysée, il y avait comme une volonté urgente du couple franco-allemand d'afficher son unité. Premier temps fort de cette rencontre, un entretien téléphonique pour évoquer la Syrie avec Vladimir Poutine et les premiers ministres britanniques et italiens David Cameron et Matteo Renzi. Lors de cet échange, François Hollande a souligné la volonté affichée de tous les partis de profiter du cessez-le-feu. Il y a une chance, elle est là, de pouvoir engager une négociation politique permettant une transition et d'en terminer avec une guerre qui a fait, je le rappelle, près de 300 000 victimes. L'enjeu de cette rencontre pour Angela Merkel et François Hollande aujourd'hui était d'apporter des remèdes concrets à la crise migratoire, 3 jours seulement avant le sommet entre l'Union européenne et la Turquie. La France et l'Allemagne travaillent dans le même esprit, avec la même volonté. Face à cette question des réfugiés, la France et l'Allemagne apportent la même réponse. Cette réponse a un nom, c'est l'Europe. Une Europe qu'ils souhaitent voir s'engager dans une réponse plus coordonnée, notamment sur l'accueil des réfugiés, les contrôles aux frontières et la gestion des hotspots comme en Grèce. Paris et Berlin n'ont également pas relâché la pression sur la Turquie, qu'ils poussent à tenir ses engagements sur le contrôle d'accès à son territoire et la réadmission des migrants irréguliers vers leur pays d'origine. Même si la France et l'Allemagne abordent le sommet dans un même esprit, ils devront faire face à de nombreux détracteurs. Et dans ce contexte, 12 migrants iraniens ont défilé la bouche cousue dans la jungle de Calais. Ils protestent contre son démantèlement. Ils refusent d'être relocalisés car ils espèrent toujours regagner l'Angleterre. C'est d'ailleurs l'itinéraire rêvé des migrants, partir de Calais pour arriver à Londres. Mais pour les chauffeurs routiers, ce parcours peut virer au cauchemar. Chaque jour, les migrants essayent de monter à bord pour rejoindre l'Eldorado britannique. Voyez ce reportage de Louis Sibyl. À Calais, la routine d'un routier, c'est désormais de guetter. Là, ici, c'est un lieu de passage. T'en vois souvent, très régulièrement, donc faut toujours faire gaffe. Chaque semaine, Olivier Crépin fait 3 voyages. Une seule direction, Londres. Un trajet dont rêvent des milliers de migrants. Depuis 15 ans maintenant, ils sont des dizaines, voire des centaines, à vouloir tenter leur chance chaque jour et grimper clandestinement dans un camion. Bah regarde, tu vois là-bas. Et des fois, là, il est tout seul, ça va encore. Les chauffeurs routiers sont sur leur garde en permanence et ça commence dès le chargement. Tu vois, quand on charge là, tu es obligé d'être super attentif. Tu sais pas s'il y a un trou dans le grillage, tu sais pas. Après, les passeurs, ils en savent beaucoup, donc faut toujours faire gaffe en fait. Ce jour-là, Olivier Crépin transporte quelques caisses seulement. À chaque arrêt, il vérifie méthodiquement son camion, à l'affût de clandestins, un protocole ordinaire. Ils prennent des risques, ils voient vraiment pas le danger. Je pense qu'ils en ont tellement fait. Il y en a encore un là-bas. Ils en ont tellement fait que voilà, ils prennent tous les risques possibles pour arriver de l'autre côté. Un contrôle draconien, car le conducteur et son entreprise risquent une amende de 2 500 € par clandestin embarqué. Il y a un collègue qui en a eu 21 dans la remorque. C'est énorme. Tout simplement en s'arrêtant 5 minutes sur un parking.
Nous voulons comprendre et nous voulons savoir. Pauline Baduel est avec nous. Bonjour Pauline. Bonjour. Vous êtes allée à Calais. Pourquoi Calais? Parce que les conducteurs routiers sont sur les nerfs. Moi, perso, je suis assez tolérant. Je comprends qu'ils veuillent rejoindre la Grande-Bretagne. Il fuit quand même la guerre, donc ça peut se comprendre. Maintenant, ça a des répercussions importantes par rapport au travail. Et ça c'est plus gênant, quoi. Le port de Calais, un fort gardé par des kilomètres de grillage et de barbelés. Quand on arrive aux abords du port, ça fait plus... C'est plus une ville, hein, c'est une prison. Hein. Ici transitent des milliers de camions tous les jours. Chaque poids lourd est inspecté. Ce chauffeur slovène a été arrêté avec 16 passagers clandestins. L'amende est salée, 20 000 € et une interdiction de séjour en Grande-Bretagne. L'entreprise d'Olivier Crépin emploie 80 salariés. Pour ne plus prendre de risques, son directeur impose une charte stricte à ses conducteurs. Qu'on leur demande, à titre d'exemple, de ne pas se stationner sur les aires de repos et les parkings des autoroutes dans un rayon de 150 km autour de Calais. Caméras et grillages, l'entreprise a aussi investi dans la sécurisation de son site. Un budget qui s'élève à 350 000 € en 2015. Comme les autres professionnels du secteur, ce directeur demande une compensation financière au gouvernement. Est-ce que les Français ont encore tout intérêt à faire cette activité-là, mais qu'on nous le dise rapidement? Parce que je ne vais pas remettre de l'argent au pot tous les ans de l'ordre de 350 000 € pour donner de l'activité pour 60 conducteurs. Les parts de marché des transporteurs routiers du Pas-de-Calais sont en baisse. Moins 8% l'année dernière. Les contrôles à la frontière dévorent aussi plus de la moitié du temps de travail. Olivier Crépin aura mis plus de 16 heures pour faire 350 km. Le bal des politiques s'est poursuivi aujourd'hui au Salon de l'Agriculture avec la visite d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, mais aussi celle de Jean-François Copé, candidat à la primaire des Républicains. Je vous propose de l'écouter au micro de Quentin Calmy. Dans le cadre de la campagne pour la primaire, c'est même la sortie avant la sortie, puisqu'en fait le lancement effectif de ma campagne sera à Meaux le 12 mars prochain, au pied du musée de la Grande Guerre, un symbole pour évoquer le sursaut français, puisque la bataille de la Marne de 14, ce fut le sursaut français alors qu'on pensait que tout était perdu. Et puis dans ma ville de Meaux, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses et je rêve de faire pour notre pays ce que nous avons pu faire à Meaux, là où tout semblait difficile aussi. Alors toute la semaine, les politiques se sont bousculés porte de Versailles et tous n'ont pas reçu le même accueil en pleine crise agricole et alors que la plus grande ferme de France fermera ses portes dimanche. Retour sur ces visites avec Sophie Normand-Couturier. Ils y vont pour séduire l'électorat agricole, pour tester leur popularité aussi. Le jour de l'inauguration du salon, hué et insulté, François Hollande a vite été fixé sur la sienne. Ça fait un an qu'on lui parle, qu'il nous écoute plus. On est tous après crever sur nos élevages. 2 jours plus tard, son Premier ministre évoque lui des échanges rugueux, mais respectueux. Quand il y a des gens qui crèvent la gueule ouverte, qui sont en difficulté, c'est normal qu'on les entende et qu'on entende leur détresse. Mais il faut aussi des remises en cause. À droite, il y a comme un parfum de primaire. Dans les allées du salon, la concurrence fait rage. Mercredi, entre vaches et cochons, 3 ténors du parti Les Républicains déambulent sans jamais se croiser. Nicolas Sarkozy profite d'une visite de 7 heures pour proposer un plan Marshall de 100 millions d'euros. C'est un choix de vie ou de mort. La baisse des charges est indispensable et elle passera également par une diminution des dépenses publiques. Plan aussitôt taclé par François Fillon. La seule priorité pour l'ex-premier ministre, des mesures urgentes pour sauver l'agriculture française. Record d'assiduité pour Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'Agriculture, passe 3 jours aux côtés des agriculteurs. De son côté, Alain Juppé, candidat lui aussi à la primaire de droite et favori, s'y voit déjà. Je tiens l'Élysée. Ah, il tient l'Élysée. En pleine crise agricole, le coupable est tout trouvé pour Marine Le Pen, la présidente du FN, partie à la conquête des agriculteurs pendant près de 10 heures. Il faut maintenant engager un violent bras de fer avec Bruxelles, parce que pour sauver la peau des éleveurs et des agriculteurs français, il faut avoir la peau de Phil Hogan, ça c'est une évidence. Phil Hogan, le commissaire européen à l'agriculture qui ne s'attardera pas dans les allées du salon, préférant s'engouffrer avec le ministre de l'Agriculture pour une réunion de travail, de quoi boucler une semaine très politique.
Il a dirigé l'institution pendant 9 ans. Jean-Louis Debré termine aujourd'hui son mandat de président du Conseil constitutionnel. Il était l'invité hier de notre émission On va plus loin. Il souhaite que les anciens présidents de la République n'y siègent plus. Il s'inquiète aussi de l'inflation législative. On l'écoute. La loi est devenue un objet de la communication politique. Il y a un drame, il y a une difficulté, on fait une loi. Peu importe son application, c'est une réponse à l'anxiété, à l'angoisse. Et c'est une manière pour le politique de montrer qu'il est toujours dans la course. Mais nous constatons souvent que ces lois votées à la suite de débats enflammés ici ou au Palais Bourbon, dès que le débat est terminé... Ça fait pchit. Ça fait pchit, il n'y a pas de décret d'application. C'est ça le problème. Et la crise de la loi, elle est là. Au surplus, la loi, elle est là pour fixer des normes. Si on se souvient des grandes lois de la Troisième République notamment... C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et aujourd'hui, on ne fixe plus de normes, on bavarde. Il y a 60 ans naissait le planning familial. Chaque année, 500 000 personnes bénéficient de ces services. Un colloque est organisé au Sénat aujourd'hui pour rappeler que le combat pour le droit des femmes à la contraception et à l'avortement continue. Géraldine Bavoilo et Stéphane Amalian. Le planning familial lance le mouvement Simone Forever. Créé à une époque où avortement et contraception étaient interdits, il est devenu indispensable. Pourtant, ces droits acquis sont encore remis en question. Le socle des missions du planning familial reste le même. C'était régulation des naissances à l'origine et c'est devenu un des outils majeurs de la politique familiale et d'une modernité. Il y a toujours une génération qui aura 15 ans, une année, des adolescentes, et l'année après, il y aura d'autres jeunes filles à qui il faudra encore expliquer, parler et porter en fait la question fondamentale de la dignité. Mais en 60 ans d'existence, de nouveaux défis sont apparus. Éducation sexuelle, prévention des violences, lutte contre les inégalités sociales. Le rôle du planning familial s'est élargi. Un des combats importants, c'est bien sûr cette question de l'égalité entre les sexes, mais c'est aussi toute la question de l'égalité entre les sexualités, toutes les discriminations liées à l'orientation sexuelle. Et ça, c'est aussi un des combats du planning aujourd'hui, de faire en sorte que tout le monde, quelle que soit son orientation sexuelle, quelle que soit son identité de genre, tout le monde puisse avoir accès aux mêmes droits, puisse avoir accès aux soins. La lutte pour l'égalité des sexes est aussi un combat législatif. L'association a choisi d'organiser son colloque au Sénat pour rappeler l'importance de l'évolution de la loi. Et on retrouve tout de suite Faustine Saint-Geniès, salle des conférences, à l'occasion de ce colloque. Faustine, vous êtes avec Christine Mauger, membre du Bureau national du planning familial. Oui, tout à fait, Delphine. Alors, vous avez appelé cette campagne pour les 60 ans du planning familial Simone Forever. C'est un peu un titre de rockstar presque. L'idée, c'est quoi? Cette sensibilité, la jeune génération, ici et ailleurs? Oui, c'est effectivement c'est des Simones qui ont marqué l'histoire du planning familial et l'histoire des droits des femmes. C'est à la fois Simone Veil par rapport à l'avortement, c'est Simone de Beauvoir par rapport aux droits des femmes, et c'est Simone Veil par rapport à l'histoire du planning familial. Et c'est important de les souligner. Et c'est aussi de transmettre et de poursuivre un combat qui est un combat des femmes, un combat pour les droits des femmes, et qui s'inscrit aussi pour nous au planning dans la solidarité avec nos sœurs à l'étranger, et on travaille au quotidien aussi sur ces questions-là. Par exemple, vous avez des exemples à l'étranger de collaborations que vous menez? Oui, par exemple, on va collaborer avec des associations de femmes, par exemple au Burkina Faso, où on travaille avec des associations de femmes, où on mène des groupes de parole avec ces femmes pour essayer de dynamiser un peu cette question-là, de partager avec elles des expériences et de faire que les droits des femmes avancent aussi dans ces pays-là en mobilisant la société civile. Mais c'est un combat qui, on a l'impression, n'est jamais gagné. Chaque jour ou régulièrement, l'actualité nous rappelle que le planning familial a un rôle important, c'est ce que vous nous disiez? Oui, tous les jours, toute l'actualité nous le rappelle tout le temps. Une femme qui est lapidée, une femme qui est... toute cette actualité en permanence que l'on entend et tout, où les femmes ne sont pas considérées comme des êtres humains, des personnes ayant des droits. Et donc nous, on œuvre au quotidien pour que ces droits soient universels, que les femmes puissent avoir les mêmes droits que les hommes. Dans beaucoup de pays, elles ont les mêmes droits que les hommes parfois, mais derrière, l'application reste difficile. Si on prend la France, par exemple, on a beaucoup
beaucoup de droits. Mais on voit bien au quotidien combien, regardez par rapport au salaire, on gagne toujours pratiquement un quart de moins que les hommes pour des carrières similaires. C'est quand même un vrai problème. C'est la question aussi d'accès à l'avortement. Bien sûr, il y a un certain nombre de choses qui ont avancé. La dernière loi santé est vraiment très intéressante. Elle prend en compte un certain nombre de choses, comme le délai de réflexion, c'est quelque chose d'important. Oui, il y a eu beaucoup de débats autour de ce délai de réflexion. Bien sûr, c'était important, parce que derrière ce délai de réflexion, c'était la question aussi de la liberté du choix des femmes et de leur capacité à décider. Parce que derrière, qu'est-ce qu'on vous disait en donnant une semaine de délai? On disait, vous avez bien réfléchi, vraiment vous voulez faire ça? Donc c'était quelque part nous rendre un peu mineurs, alors qu'effectivement, dans le cadre des fameux droits dont vous parlez, on est majeur au même titre que les hommes, mais là on nous renvoyait dans un statut de mineur qui n'est pas acceptable. Et c'est bien que ce délai a été aboli. Et Simone de Beauvoir disait que quand il y a une crise, une des premières victimes, ce sont les droits des femmes. Oui. On est en crise aujourd'hui ? Oui, je pense qu'on est en crise. On est en crise économique en tous les cas, et on est en crise un peu de par le monde. Et on est aussi en crise. Nous, on est souvent, les droits des femmes sont quand même les premières cibles de mouvements conservateurs. Et on a eu l'exemple au moment de la campagne des régionales, par exemple. Par exemple, de mouvements conservateurs d'extrême droite, qui s'allient souvent avec des mouvements conservateurs de religieux. Aujourd'hui, ces droits-là sont remis en cause. Les droits sexuels et reproductifs au niveau national, mais aussi international, sont remis en cause. On a un certain nombre de lobbies religieux, essentiellement catholiques, protestants, orthodoxes, qui peuvent s'allier au niveau européen et qui essaient de remettre en cause ces droits-là. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, madame. Merci Faustine. L'état des centrales nucléaires françaises inquiète de plus en plus les pays frontaliers, alors que le gouvernement envisage de prolonger leur durée de vie. C'est la question de la sécurité de ces installations qui est posée. Jordan Klein. La centrale nucléaire de Fessenheim doit être fermée. C'est ce que réclame un porte-parole de la ministre allemande de l'Environnement. Toute proche de la frontière bavaroise, elle menacerait selon l'Allemagne la sécurité du pays. On sait depuis 30 ans, depuis Tchernobyl, que malheureusement les nuages radioactifs n'ont pas de frontières. Et donc quand vous avez Fessenheim, qui est quasiment à la frontière avec l'Allemagne, qui est dans une zone inondable et sismique, eh bien les Allemands ont raison de s'inquiéter. On met toute l'Europe en danger avec des centrales quand elles sont pas 100% sécurisées. Les Allemands ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Le Luxembourg pointe du doigt la centrale de Cattenom qui ne répondrait pas aux nouvelles normes. Le canton de Genève se sent menacé par celle du Bugey et porte plainte contre X pour mise en danger d'autrui et pollution des eaux. Pour avoir expérimenté les inspections de l'autorité de sûreté nucléaire quand j'étais moi-même exploitant de réacteurs, qu'en tout cas ils font un travail opiniâtre, sérieux, très exigeant. Bon, les contrôles, ils sont fréquents sur les centrales du parc, c'est plusieurs fois par mois, donc il y a un vrai suivi. Je crois qu'on peut dire très honnêtement qu'il n'y a pas de problème de sûreté sur les centrales actuelles du parc nucléaire français. Du point de vue de l'autorité de sûreté nucléaire de Strasbourg, il n'y a pas de raison de fermer la centrale de Fessenheim. Ces attaques interviennent au moment où l'Hexagone envisage de rallonger de 10 ans la durée de vie de ces centrales. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec trois invités sur ce plateau. André Gattolin, bonjour, sénateur Europe Écologie Les Verts des Hauts-de-Seine. Merci d'être avec nous. J'accueille également Michel Berson, bonjour, sénateur socialiste de l'Essonne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Jean-Marie Chevalier également avec nous, professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine. On voit, André Gattolin, ces centrales françaises qui sont attaquées par les pays frontaliers. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter de la sûreté de nos installations en France ? Du point de vue de l'endroit où on se place, on peut se poser des questions. Parce que quand vous êtes le Luxembourg, par exemple, qui se plaint de la centrale de Cattenom, c'est à quelques kilomètres de chez eux. Il faut rappeler que Michel Berson et moi-même, on est élus de la région parisienne. Il n'y a pas de centrale nucléaire en région parisienne autour de la ville capitale. Pour eux, c'est quand même le cœur de leur pays en cas d'attaque, même si la probabilité d'incident nucléaire est faible, c'est le risque de conséquences majeures. Et c'est vrai que nous avons un vieillissement des centrales, mais je pense qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur la question de l'âge de la centrale, mais aussi de ses qualités techniques. Et j'ai noté, en interrogeant des ingénieurs qui ont participé, qui sont maintenant à la retraite, qui ont construit des centrales nucléaires,
Pendant le plan Messmer, où on a construit notamment à la suite dans les années 80 très très rapidement, on a peut-être des centrales qui sont moins anciennes, mais dont les normes de fabrication, la qualité n'a pas toujours été respectée, parce que vouloir faire vite... Le procès fait par les pays frontaliers est injustifié, selon vous? Ah non, je pense que les questions, le risque nucléaire zéro n'existe pas. Donc les populations s'inquiètent, surtout que, par exemple, si vous prenez le cas de Bugey, de l'installation de Bugey, la centrale numéro 5 est toujours arrêtée parce que l'ASN considère qu'il y a des difficultés. Donc effectivement, à 60-70 km de Genève, que le canton de Genève se préoccupe et veuille en savoir plus, parce qu'on parle des qualités de l'ASN, mais quand il y a des accidents, y compris l'ASN, dit elle a du mal à avoir des informations en temps réel sur ce qui se passe. Et là, il y a un problème, la question de la sécurité, et c'est aussi celle d'abord des opérateurs et de leur capacité à transmettre l'information à l'ASN. Ouais. Michel Berson, on voit bien un peu ces pressions extérieures qui interviennent au moment où la France a décidé finalement de prolonger de 10 ans, hein, on l'a entendu, la durée de vie de ces installations. Est-ce que bien, ça peut faire changer la politique française en matière d'énergie? Écoutez, nous avons voté une loi dite transition énergétique et qui fixe des objectifs particulièrement ambitieux, baisser à ce niveau de 50% la production d'énergie électrique nucléaire. Personnellement, je ne pense pas que ce chiffre puisse être atteint à l'horizon qui a été fixé, mais il faut bien voir que les déclarations du ministre disant nous allons prolonger de 10 ans les centrales, la durée de vie des centrales nucléaires, c'est pas le gouvernement qui décide. Je dirais, ce n'est plus le gouvernement qui décide. Depuis le vote de cette loi, c'est l'autorité de sûreté nucléaire. Or, aujourd'hui, l'ASN a bien présidé, son président, encore il y a quelques jours, M. Chevet, c'est en 2018 que les conditions génériques, c'est-à-dire globales, générales, seront déterminées. Et ensuite, à partir de 2020, au cas par cas, des décisions seront prises. Et si les conditions ne sont pas réunies, l'ASN le dira. Et si les conditions, je dirais, génèrent des coûts trop importants, l'industriel dira s'il peut les assumer ou pas. Par conséquent, je pense qu'en la matière, il ne faut pas qu'il y ait de panique. Je pense que les Français abordent ces problèmes avec beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience. Et pour ma part, je ne fais pas partie de ceux qui sont alarmistes, même si je considère qu'il faut toujours, en la matière, être vigilant. Ouais. Jean-Marie Chevalier, la France aurait-elle intérêt, d'un point de vue économique, à fermer ces centrales nucléaires? Aucun intérêt. Pour moi, je suis économiste, donc je regarde essentiellement les éléments économiques. La ministre allemande a des inquiétudes sur Fessenheim. Bon, moi, en tant que Français, j'écoute ce que me dit l'autorité de sûreté nucléaire, qui est une autorité qui est experte, indépendante et transparente. Et elle nous dit, on peut continuer à tourner. Donc moi, je dis, du point de vue économique, arrêter quelque chose qui marche en répondant aux critères de sécurité, c'est absurde. Et je pense que le parc nucléaire doit se gérer de cette façon-là, d'une façon pragmatique, qui combine des éléments économiques avec des éléments de sûreté dictés par la SN. Autrement dit, et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que chaque centrale aurait une durée de vie qui dépend de la combinaison de ces critères. Et aujourd'hui, il est difficile de savoir si on va réduire à 50% d'un point de vue purement rationnel. Et je pense que dans les conditions où l'on est là, les conditions financières d'EDF, on a intérêt à être pragmatique et économique. Ouais, justement, André Gattolin, une des interrogations, c'est sur le coût de la prolongation de la durée de vie de ces centrales. Est-ce qu'on y aurait un intérêt La vraie question est toujours là, c'est la question des ressources et des moyens. La Cour des comptes estime qu'à l'horizon 2030, la modernisation du parc actuel coûterait 100 milliards d'euros, tandis qu'EDF nous parle de 55 milliards d'euros, mais parle de 2025. Donc on n'est pas d'accord sur les dates. Moi je dis, dans la rareté que nous avons aujourd'hui, le coût que génère réellement l'électricité nucléaire, parce qu'on ne le calcule pas aujourd'hui. On n'est pas d'accord sur les coûts de gestion des déchets, mais on est encore moins d'accord sur le coût de démantèlement des centrales. Je pense qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables sont déjà au même niveau en termes de coûts sur le moyen long terme que le nucléaire. Donc il faudrait se dire, est-ce que ces 100 milliards, on va moderniser des centrales pour les pousser jusqu'au bout de leur vie potentielle avec des risques, ou est-ce qu'on doit investir cet argent ou une partie de cet argent aussi vers les renouvelables, multiplier le mix, élargir le mix énergétique? Je pense que ça fait partie aussi des objectifs, et c'est pas quelque chose
qui peut nécessairement être fait, les 50% de nucléaire à horizon. C'est quelque chose, je crois, qui doit être fait. On ne peut pas reposer sur un seul pied. Michel Berson, en tout état de cause, si on veut conserver et maintenir ces centrales encore 10 ans, il faudra faire certainement des investissements de modernisation de nos installations. Est-ce qu'on en a les moyens? Écoutez, oui, ces investissements sont nécessaires. L'ASN l'a dit. En gros, 1 milliard d'euros pour chaque réacteur. Il y en a 58, je crois. Bon, on parle de 1,7 milliard aussi. Bon, alors, mais est-ce que l'on a provisionné ces 1 milliard pour pouvoir effectivement atteindre les objectifs fixés par l'ASN? Je suis parlementaire et membre de la commission des finances, et par conséquent, je devrais être à même de pouvoir vous donner une réponse précise. Je ne le peux pas. Je me pose des questions, j'ai des doutes. Je pense que le compte n'y est pas. Et par conséquent, il y a là un enjeu très important pour les années qui viennent. Celui effectivement du financement, soit du démantèlement, soit de la prolongation de vie des réacteurs. Là, c'est un enjeu particulièrement important auquel nous devons faire face. Oui, Jean-Marie Chevalier, effectivement, sur ce oui, point. Il y a un autre élément qui est important aussi, c'est qu'il y a non seulement le coût de prolonger une centrale, il y a aussi les recettes dont va bénéficier EDF en prolongeant ces centrales. Or, à l'heure actuelle, le prix de l'électricité est malheureusement un peu gelé. Et là, le gouvernement, depuis une dizaine d'années, est très responsable de ce gel des tarifs qui ne représente pas le vrai coût de l'électricité. Donc il y a des corrections à faire, mais toujours en mélangeant les critères économiques et les critères de sûreté. Oui. C'est compatible selon vous, André Gatolin, avoir d'un côté un coût de l'électricité assez bas et avoir des centrales nucléaires sécurisées? Le constat est fait par le patron d'EDF lui-même, Jean-Bernard Lévy, dans une interview récente. Il dit on est dans une surproduction énergétique en Europe. Donc c'est très difficile de dire nous devons maintenir la production nucléaire pour peu qu'elle ne fasse pas la preuve de son efficience en termes effectivement de risque pour les populations, mais aussi en termes de coûts. Moi aujourd'hui, je suis toujours étonné quand je vois les opérateurs, par exemple américains ou britanniques, qui calculent un coût de démantèlement des centrales qui est 3-4 fois supérieur au coût calculé par EDF. Donc moi, j'attends de voir la facture cachée. Je suis aussi membre de la commission des finances comme mon collègue Berson, et ce sont des chiffres que nous n'arriverons pas à obtenir. Précisément. Donc, qu'est-ce qui est provisionné et combien ça va coûter au final? Oui, Michel Berson, et ça a été rappelé sur ce plateau, ça intervient aussi dans un contexte de mauvaise santé financière des exploitants, Areva, ou encore avec cette perte nette de 2 milliards d'euros. Alors, Areva est non seulement en difficulté financière, mais en état de faillite. Il faut appeler les choses par leur nom. EDF, et donc l'État, EDF c'est l'État, vient à la rescousse pour pouvoir combler, je dirais, les fossés qui ont été creusés. Et ceci, bien sûr, rend encore plus contraignant les politiques financières à mettre en œuvre. Mais je dirais, on n'a pas le choix. Nous sommes engagés dans un processus qui nécessite en la matière de prendre les bonnes décisions pour que la sûreté nucléaire soit garantie dans notre pays, compte tenu du fait que l'énergie nucléaire, c'est de loin l'énergie majeure de notre pays. Oui. Donc il faudra dégager les marges financières pour pouvoir assurer la sûreté nucléaire. Oui, Jean-Marie Chevalier, je disais aussi, c'est un tournant peut-être dans nos relations avec l'Allemagne. C'est peut-être la première fois qu'un pays comme ça demande la fermeture d'une centrale nucléaire. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la politique énergétique française? Non, je ne crois pas. Il y a déjà eu d'autres cas entre la Tchécoslovaquie et l'Autriche, entre effectivement le Luxembourg et la France. Bon, c'est un peu des épiphénomènes. Je pense que le fond du problème, c'est effectivement d'avoir une politique énergétique qui, à l'heure actuelle, doit être diversifiée. On est dans un univers énergétique qui est plein de risques de tous les côtés. Il faut qu'on développe les renouvelables, il faut qu'on gère au mieux le nucléaire existant. Et donc c'est la combinaison de ces facteurs dans le sens d'une plus grande diversité qui est la priorité, à mon avis, pour tous les pays européens. André Gatolin, on arrive bientôt au terme de ce débat. Vous êtes plutôt rassuré parce que vous avez entendu notamment de la part de l'ASN sur Fessenheim ou finalement le groupe des Verts au Parlement allemand qui s'inquiète aussi de l'état de nos centrales. Est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Poser la question de la sécurité aujourd'hui, notamment avec le survol de drones, avec les dangers. Par exemple, si on prend Bugey, au-dessus de Bugey, quelques dizaines de kilomètres, il y a le barrage de Vouglan, qui est un barrage, si il venait à être fragilisé par une secousse sismique ou un attentat, balayerait, mais
pratiquement jusqu'à la Drôme, des inondations, dont les centrales nucléaires, on nous dit elles seront surhaussées de 9 mètres. Il y a 3-4 barrages en amont qui éclateraient aussi. Voilà, c'est cette multiplication des risques. Et vous ne demandez pas la fermeture de ces centrales? Moi, je dis, il faut fermer des centrales parce que si on veut aller vers le renouvelable, il va falloir investir dans le renouvelable. Après, il faut déterminer celles qui sont le plus à risque. Fessenheim, quand elle a été créée, personne, dans la carte sismographique à l'époque, c'était une zone de faible sismographie. La carte a été refaite 2 fois par les services compétents. Aujourd'hui, on est dans une zone qui est beaucoup plus considérée comme beaucoup plus sensible. Tout ça doit s'apprécier. L'ASN peut donner des avis, mais je crois qu'il faut plus largement créer une expertise qui soit beaucoup plus indépendante du système de production, puisque EDF, ça a été l'État dans l'État pendant des années. Il n'y avait pas de contre-expertise sérieuse, ou alors on disait que ceux qui s'opposaient étaient des imbéciles. Aujourd'hui, dotons-nous de moyens d'indépendance, pas seulement l'ASN, mais d'expertise, d'ingénierie universitaire. Michel Berson, est-ce que le gouvernement français devrait tenir compte quand même des préconisations de ces pays frontaliers? Mais le gouvernement doit d'abord tenir compte des avis et même, je dirais même, des décisions, car il faut bien voir qu'aujourd'hui, l'ASN ne fait pas que rendre des avis, elle prend aussi des décisions, elle a la capacité d'émettre des vétos. Donc le gouvernement français doit d'abord écouter, suivre l'ASN, d'abord. Parce que là, c'est scientifique, c'est l'expertise au plus haut niveau. Je dirais, je ne sais pas si le système français de production d'énergie nucléaire est le meilleur du monde. Je pense qu'il l'est, mais j'en suis pas sûr. Oui. En revanche, ce dont je suis certain, c'est que le contrôle de la sûreté nucléaire dans notre pays est la meilleure du monde, avec l'ASN et l'IRSN, le couple réuni. Ouais. Bon. Et par conséquent, je crois que c'est vers cela que le gouvernement doit suivre, écouter. Pourtant, on n'est peut-être pas à l'abri d'un accident type Fukushima. Moi, je ne suis pas du tout dans le déni du risque nucléaire. Je ne suis pas non plus pour la fuite en avant vers l'ère nucléaire. Il faut être vigilant, avoir une attitude la plus scientifique, la plus technique possible, pas de réaction épidermique, pas de mouvement d'humeur en la matière. Et il faut toujours se méfier des mouvements de foule et des mouvements médiatiques. Le mot de la fin pour vous, Jean-Marie Chevalier, il n'y aura pas d'inflexion selon vous dans la politique énergétique française, malgré ces tirs de barrage qui essuient actuellement nos installations nucléaires françaises? L'inflexion que je souhaite, c'est aller vers plus de diversité, plus d'efficacité énergétique, un peu plus rapidement de développement des renouvelables. Et là, on est dans cette espèce de transition énergétique qui est inscrite dans l'histoire des différents pays européens avec des voies différentes et en faisant attention aux critères économiques. À l'heure actuelle, les prix de l'électricité sont malheureusement trop bas et donc il faudrait les augmenter, ce qui est un peu difficile. Bien, merci Jean-Marie Chevalier, merci André Gattolin, merci Michel Berson d'avoir participé à ce débat. La révision constitutionnelle sera examinée en commission au Sénat mercredi 9 mars. La commission des lois auditionnera mardi le Premier ministre Manuel Valls. Cette semaine, les sénateurs ont poursuivi leurs auditions préparatoires. Retour sur ces travaux avec le best-of préparé cette semaine par Tam Tranui. D'abord, un point de droit, c'est-à-dire qu'il faut ici d'abord expliquer aux parlementaires ce qu'est l'état d'urgence. C'est mal connu, c'est mal compris. Monsieur le professeur, nous l'avons voté, examiné. Oui, mais je vais parler des concepts. Je sais bien que vous avez étudié, je ne veux pas du tout mettre en doute vos compétences. J'ai contextualisé, voilà, exactement. Et l'état si je me permets cette première remarque, effectivement peut-être malvenue, c'est parce que j'ai lu les débats à l'Assemblée nationale, donc je vais revenir au point de départ, où il était dit que l'état d'urgence permettait de garantir les libertés publiques. Voilà. C'est ce genre d'expression qui, à mon avis, est totalement erroné, que je voudrais corriger. L'état d'urgence est un état d'exception, comme l'article 16, comme l'état de siège. Ça veut dire une chose. Principalement, ça veut dire que la Constitution ou certaines dispositions de la Constitution sont suspendues pendant un certain temps, ou, si l'on peut dire autrement, que l'on déroge à la Constitution. Cela veut dire aussi, et c'est très important, on ne le souligne pas assez, que l'état d'urgence, ça signifie principalement une extension des pouvoirs de police au détriment des libertés. Donc, il n'y a pas du tout d'équilibre entre l'ordre public et les libertés dans le cas de l'état d'urgence, c'est tout le contraire, c'est un déséquilibre. Pourquoi ce déséquilibre? Ce déséquilibre, évidemment, résulte des circonstances. Il y a effectivement, en cas d'état d'exception, une menace suffisamment grave
pour l'État et la nation que le pouvoir, et en général le pouvoir exécutif, et ensuite le pouvoir législatif, le pouvoir est obligé de prendre des mesures qui dérogent au droit constitutionnel. Voilà pourquoi je commençais par cette mise au point, qui me paraît déterminante, parce que ça veut dire que la prétendue justification que j'ai souvent entendue, qui consiste à dire il faut constitutionnaliser l'état d'urgence parce que ça renforce l'état de droit, cette justification est tout à fait absurde. Je vais ici me fonder sur une étude très pertinente faite par un juriste, un des meilleurs constitutionnalistes américains, qui s'appelle Bruce Ackerman, qui a écrit un grand article sur l'état d'urgence, sur la constitution d'urgence, après le 11 septembre. Il dit qu'il faut bien distinguer deux choses, si on veut un état d'exception. Il y a d'abord un danger clair et présent. C'est ce que ça correspond au péril imminent. Ça veut dire que c'est une menace. Et puis il y a autre chose, il y a une attaque qui a été effectuée, il dit en anglais actual, qui est courante. C'est ce qui s'est passé le 13 novembre. Là, on a eu une attaque terroriste qui a atteint la nation et l'État, et donc il est tout à fait légitime face à ce fait objectif de réagir par l'état d'urgence. Là, il y a un fait objectif. En revanche, si on prend l'idée d'un péril imminent, ça veut dire qu'on part de l'idée qu'il y a une menace. Le problème, dit très bien Ackerman, c'est que là, cette condition est tout à fait lâche et vague, et elle permet toute manipulation politique, et il dit de manière très juste que les services de défense, de renseignement peuvent toujours dire qu'il y a une menace terroriste. Et en plus, c'est secret, on ne saura jamais. Et là, dit Ackerman, là, il y a le vrai danger. Donc le vrai danger dans cette loi de 55, qui malheureusement semble vouloir être constitutionnalisée, c'est qu'on va rendre permanent l'état d'urgence à partir de cette condition tout à fait vague et dangereuse qui est la menace permanente. Et si j'insiste sur ce point, c'est parce que tous ceux qui ont réfléchi à l'état d'exception ont compris une chose. L'état d'exception n'est pas la réponse adéquate au terrorisme. Sur la question de l'état d'urgence et du péril imminent, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème par rapport aux libertés, hein, c'est une évidence. Et je voulais aussi, deuxième question, qu'ils me disent ce qu'ils pensent sur ce point-là, vraiment de l'utilité de constitutionnaliser, parce que ça voudra dire hein, qu'on peut utiliser le potentiel péril imminent à tout moment. Souvent, et mettons-nous à la place des exécutifs, il leur est apporté par certains services des renseignements, et là on est dans la question de la précaution. Hein. Et c'est toujours difficile pour un exécutif, qui soit de droite, de gauche, du centre ou de tout le monde, hein, de ne pas tenir compte de cela. Et on sait très bien, quand même, ils sont efficaces, il faut qu'ils soient efficaces, il faut leur donner les moyens d'être efficaces, mais dans tous les pays, ces services-là amènent souvent, et ce qui se passe au Moyen-Orient depuis de longues années en est malheureusement la traduction, amène souvent les États à commettre de graves erreurs. Le vrai sujet, c'est comment on sort de l'état d'urgence, et comment on sort de l'état d'urgence avec des procédures de droit commun qui restent de vraies procédures de droit commun et qui ne sont pas des mesures d'état d'urgence déguisées. Ça, et on va avoir à le traiter tout de suite, avec la loi pénale qui est en discussion et la loi de procédure qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale et qui viendra dans quelques semaines ici au Sénat. On sait ce que c'est que l'état d'urgence, bon, c'est l'extension des pouvoirs de police de l'exécutif. On ajoute à l'état d'urgence la déchéance de nationalité. Et on l'a dit tout à l'heure, la déchéance de nationalité, c'est une peine. C'est une peine accessoire qui devient une peine de plein exercice, si je puis dire. Mais derrière la déchéance de nationalité, qu'on constitutionnaliserait, il y a la législation pénale et de procédure pénale qu'on est en train de nous préparer, soit à notre initiative, soit celle du gouvernement, et qui vise à durcir le régime pénal de ce pays, je dirais de façon non exceptionnelle et non ponctuelle, mais de façon permanente. Et donc, en fait, quand on veut avoir un regard un peu objectif sur la situation actuelle, il faut qu'on regarde les trois. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur la question de l'état d'urgence, mais aussi sur celle de l'ensemble de l'évolution du droit pénal et du droit administratif français, dont la déchéance de nationalité n'est que la cerise sur le gâteau. Alors, moi, je relisais l'autre jour le très bon papier qu'Olivier Beau a co-signé dans Juste Politicum sur l'histoire de l'état d'urgence.
Et ce qui m'intéressait, ce n'était pas l'origine en 1955, mais une chose que j'avais regardée de mon côté, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans les années 61-63, où l'état d'urgence a duré 25 mois. Plus de 2 ans. Alors, ce qui est intéressant dans l'état d'urgence, ce n'était pas tellement l'état d'urgence de l'époque, c'est le fait que le général de Gaulle a utilisé les pleins pouvoirs législatifs qu'il avait au titre de l'article 16 pour proroger l'état d'urgence ad vitam aeternam, et aussi pour faire voter toute une série, pour faire voter par lui, toute une série de lois en matière pénale ou en matière administrative qui ont dérogé durablement au système que nous avions en France auparavant et qui sont restés dans le droit positif français pendant des années. Il a fallu attendre quand même des années, des décennies, voire, dans certains cas, pour qu'on modifie ce droit pénal et ce droit administratif. Donc, moi, je voudrais attirer l'attention là-dessus, c'est-à-dire que la question aujourd'hui, c'est pas simplement de perdre notre temps sur la question de savoir si on va mettre l'état d'urgence ou pas dans la Constitution. Là-dessus, je redis un mot dans une seconde. Mais c'est voir tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la déchancellité qui est la partie visible de l'évolution de tout le droit pénal qui est en train d'être servi et qui risque d'être durable. Voyez, d'où le fait que pour moi, la question de l'état d'urgence, la vraie question, c'est celle de sa durée. Combien de temps ça dure? Et en même temps, combien de temps dure toute la législation parallèle à l'état d'urgence en matière pénale et administrative? C'est ça la vraie question. Si vous lisez l'article 36.1, donc l'alinéa 3, l'alinéa 2 de l'article 36.1, la loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire face à ces événements. C'est dans le texte. De deux choses l'une, dans la réforme constitutionnelle. Soit c'est redondant, ça ne sert à rien de dire cela, d'ailleurs le texte est largement redondant, parce qu'évidemment la loi est là pour fixer ces mesures de police administrative et on ne voit pas pourquoi on met ça dans la Constitution, soit, c'est mon interprétation, plus subtile et peut-être plus méfiante, et là je me renvoie aux déclarations de M. Valls devant la Commission des lois, où il a dit qu'avec cette constitutionnalisation, on pourrait surmonter certaines contraintes jurisprudentielles, et il évoquait deux cas, le cas de la saisie et le cas de la retenue en matière de perquisition, retenue d'une personne pendant 4 heures. Ce qui veut dire, si on a bien compris, que dans son esprit, il faudra lui demander, l'habilitation constitutionnelle qui est ici prévue permettrait d'aller plus loin dans la répression. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas innocent de constitutionnaliser, car contrairement à ce leitmotiv qui est contrairement avancé, qu'on encadre davantage l'état d'urgence dans cette constitutionnalisation, ma thèse est inverse. Ma thèse consiste à dire qu'on aggrave l'état d'urgence par cette habilitation, donc on n'est pas vraiment à droit constant et que c'est donc dangereux. La déchéance de la nationalité, je pense qu'on peut discuter politiquement, même juridiquement, de sa nécessité, de son opportunité. Elle existait déjà en droit positif. Pour ma part, ça ne m'a jamais choqué. Là, la difficulté est autre. Ce n'est pas tellement qu'on veuille l'appliquer, c'est qu'on veuille la constitutionnaliser. Je suis désolé, je suis professeur de droit constitutionnel, je trouve ça totalement inepte, ce que j'ai dit, de vouloir constitutionnaliser la déchéance. C'est une honte, je dirais presque. Pourquoi ? Parce qu'une constitution n'est pas un code pénal. Je rappelle que la déchéance de la nationalité est dans le code civil, mais ça équivaut à une sanction. C'est ça que les civilistes auraient dû dire depuis longtemps. C'est une sanction politique. C'est du droit politique. C'est une sanction. Mais la Constitution n'a pas pour objet d'être soit un code civil, soit un code pénal. Ce n'est pas du tout son objet. Donc vouloir mettre ça dans la Constitution, ça veut dire que la Constitution pourrait être désormais le réceptacle de n'importe quelle mesure autoritaire. La déchéance de nationalité serait une mesure inutile parce que symbolique. Et je dirais heureusement qu'elle est symbolique. Si le sentiment d'appartenir à la nation, c'est le jeune gaulliste de ma jeunesse qui parle ici, c'est pas le professeur. Si le sentiment d'appartenir à la nation ne forge pas l'idée qu'on peut se faire d'une communauté politique et de son unité, à ce moment-là, il faut laisser une constitution en l'état sans ajouter aucune disposition symbolique. Il faut supprimer tout ce qui fait référence à des croyances, à des valeurs ou des symboles, l'hymne national, le drapeau, la langue française ou la notion de fraternité dans la devise nationale. Et il me semble au contraire que l'identification des citoyens à leur constitution, dans une période aussi troublée que nous vivons, il y a eu quand même des événements d'une gravité exceptionnelle, et l'occasion, comme ça a souvent été dans notre histoire, de rappeler un certain nombre de principes. Je dirais qu'il y a deux versions du texte, comme vous savez. Il y en a une avec les binationaux, une autre sans les binationaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique. La version dernière qui est votée par l'Assemblée nationale, la première me paraissait très claire. La deuxième version est une version où la question
de la binationalité est abandonnée, mais en même temps dissimuler la question de l'apatridie. Donc le gouvernement s'est engagé simplement à la ratification de la Convention de l'ONU. Personnellement, je pense que la première version du texte gouvernemental était, à mon avis, beaucoup plus logique, puisqu'on ne peut pas créer d'apatrides, et que la seconde est une seconde version qui est un peu déguisée, puisque la déchéance se fait un peu disparaît par miracle. Parce que la déchéance de nationalité, il faut dire quand même que, bien sûr, elle est contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est contraire aux conventions internationales signées ou en voie de ratification par la France, mais est quand même contraire à la dignité de la personne humaine. Vous avez aussi, monsieur le professeur, dit que la déchéance de nationalité, c'était contraire, si je vous ai bien entendu, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, aux engagements internationaux de la France, et ça n'a pas l'air de vous troubler beaucoup. Hein, ce qui, quand même, moi, m'étonne. À partir du moment où vous dites ça, il faudrait peut-être en tirer un certain nombre de conclusions. La déchéance de nationalité, on a bien compris que c'était un message médiatique, un message de communication, qu'il y a ceux qui voulaient revenir au texte initial du gouvernement, mais que c'était uniquement de la communication. Un mot sur la déchéance de nationalité, quand même, un point important quand même, c'est qu'on a réussi à présenter ça comme une question d'égalité. Le fait d'étendre la déchéance à tout le monde, à tous les Français, serait en fait un acquis. C'est-à-dire comme si c'était un cadeau. Cette idée est ridicule. Voilà. Mon première chose. La déchéance n'est pas un cadeau. C'est pas du tout un cadeau, c'est une sanction. Donc présenter ça comme un acquis démocratique de gauche, parce qu'on l'étend à tout le monde, c'est absolument invraisemblable. Et je comprends pas qu'on puisse accepter une idée pareille. Le premier mécanisme qui avait été proposé par le gouvernement, on a vu ses effets. Cela a créé le sentiment chez des millions de compatriotes, et ils sont bien plus nombreux que les 3,3 millions qui ont été mentionnés dans des articles, dans des études de l'INSEE, qui ne comptaient bien sûr pas les Français de l'étranger ou les Français d'outre-mer, comme d'habitude, on les oublie. Mais ça fait au moins plus de 5 millions de compatriotes qui ont une double nationalité, et inscrire une différence dans la Constitution les a blessés, tous ces millions de compatriotes qui n'ont aucune intention d'être liés jamais de leur vie au terrorisme. Alors ensuite, le gouvernement a réagi et a proposé la mouture qui est maintenant soumise à votre délibération, qui est celle adoptée par l'Assemblée nationale. Que cela crée des apatrides non protégés par la Convention de l'ONU sur les apatrides. Donc la France, patrie des droits de l'homme, inscrirait, dont la Constitution commence par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, permettrait que des apatrides animaux humains, des gens qui étaient français, deviennent des apatrides animaux humains dont aucun droit n'est assuré aujourd'hui dans notre législation. Imaginons que, par votre vote, la conséquence soit qu'un binational effectivement français et peu étranger soit déchu de sa nationalité. Un État d'origine, l'État à qui on voudrait renvoyer ce ressortissant dira d'abord: moi je vais jusque devant les tribunaux internationaux, la nationalité effective de cette personne, elle n'est pas la nationalité française, donc je demande que la France le garde. Et puis finalement je trouve que votre système n'est pas si mal, je vais passer ça dans ma loi. Je vais dire que un franco-américain, un franco-camerounais, un franco-algérien, etc., qui commet... enfin, il passe dans sa loi le 23-7, se comporte comme le national d'un pays étranger, je lui retire sa nationalité. Eh bien, ces personnes seront déclarées ayant perdu leur nationalité d'origine avant même que nos tribunaux aient épuisé les voies de recours qui permettraient sa déchéance. Donc on va vers, si vous voulez, si nous adoptons ce dispositif, et donner l'influence que nous avons encore dans de nombreux pays francophones, nous allons vers des législations qui vont être basées sur le même modèle et qui vont créer, le résultat sera que nous créerons sur notre territoire des bannis de l'intérieur, des gens qui resteront dans nos prisons ou dans notre société sans lien juridique avec aucun État. On ne peut pas créer d'apatrides. On ne peut pas en créer. Pourquoi? Parce qu'on a décidé nous-mêmes. Parce que c'est une mesure de pur droit interne.
toutes les obligations internationales dont on nous rabâche l'existence, qui c'est vrai, hein, sauf qu'on n'en a ratifié aucune, que parfois on en a suscité quelques-unes, qu'on a fait des discours, mais quand il a fallu passer à l'acte, on ne l'a pas fait. Et on a un grand tapis, on a mis sous le tapis tous les problèmes, et puis on a fait un article, en disant comme personne ne voit rien, ils seront bien nombreux à le voter, ce truc-là. Et d'ailleurs, on a compté, ça faisait plus de 3/5, puisqu'on n'avait réglé aucun problème, qu'on les avait tous placés sous le tapis, et on a dit on se débrouillera après. Ou on ne se débrouillera pas, d'ailleurs, on n'en sait rien. Hein, mais on n'a pas réglé les problèmes. Puis on s'est dit, le Sénat est là, peut-être aussi. Pardon ? On s'est peut-être dit aussi, le Sénat est là. Bien sûr, oui. Bien sûr, bien sûr. Et si on devait régler l'affaire comme l'a fait l'Assemblée nationale, il est bien évident qu'il ne faudrait pas constitutionnaliser. Si on doit le faire comme l'a fait l'Assemblée nationale, moi, je ne veux pas le faire. Ma question à M. Veil, elle est, est-ce qu'il y a une façon autre de constitutionnaliser qui ne créerait pas les problèmes qu'il a justement soulevés et que nous pourrions peut-être adopter ici au Sénat. Et je crois qu'il y en a une d'ailleurs, mais sinon on ne poserait pas la question. Mais quand même, mes chers collègues, réfléchissons au fait que dans certains cas, cela aboutit à ce que l'on peut qualifier d'une mort civile. Bon. Et au moment où, certes, nous avons des accointances avec l'Arabie Saoudite, ce qui n'est quand même pas, dans la lignée de ce que je viens de dire, quelque chose dont on peut se glorifier. Mais est-ce qu'il est bien opportun, par rapport à l'image de notre pays, pour atténuer un problème d'opinion publique que nous comprenons tous parfaitement parce que nos concitoyens ont été profondément choqués, meurtris par ce qui s'est passé, est-ce que la solution, est-ce que le pansement, c'est cette déchéance de nationalité? Voilà quelle est la question aussi de fond qu'il faut se poser. Moi, je ne pense pas que ce soit un bon pansement. Je pense que ça aura d'ailleurs des impacts, vous l'avez dit, internationaux particulièrement gênants, et en particulier en Afrique du Nord, entre autres, mais beaucoup là-dessus. Moi, je le dis très clairement. D'abord, je suis en totale harmonie avec ce que vous nous avez expliqué et que je ne voterai aucun texte, qu'il soit celui initial du gouvernement ou celui que le ministre Mercier vient de qualifier très justement par rapport au fait que ça met tous les problèmes sous le tapis, mais c'est pas la peine, peut-être que nous rajoutions un tapis supplémentaire. Lorsque le sujet a été évoqué en 1958 par la Cour suprême américaine, elle a invalidé la déchéance de nationalité, un arrêt Tropp, au motif que créer un apatride est une punition cruelle et inusuelle, contraire à l'article, voilà, le 8e amendement de la Constitution américaine. Alors, la peine de mort est une peine cruelle, mais elle n'est pas inusuelle, aux yeux de la Cour américaine. Et il est vrai que nous serions probablement, aujourd'hui, si nous votions le dispositif tel qu'il l'est, le seul État civilisé à créer des apatrides sans protection. Le poseur de bombes de Boston, qui s'est fait naturaliser un an avant le 11 septembre, on dirait l'impression qu'il l'avait fait exprès. Il a bien sûr été mis devant un tribunal. Le gouvernement fédéral américain a requis et obtenu la peine de mort contre lui, mais n'a pas requis la déchéance de nationalité. Car il y a dans l'idée de conserver la dignité du sujet de droit, c'est la limite, c'est comme ça que se tient une nation civilisée, c'est comme ça en tout cas que les Américains l'entendent. Bon. Je pense que quand même, d'abord, l'article 2 est une précaution que propose le gouvernement par rapport aux observations du Conseil d'État, et que d'autre part, cet article 2, s'il venait à être adopté, limiterait les conditions de la déchéance. Et les élargit en même temps. C'est très particulier. Et donc ça nous pose... Et à des Français, seulement Français. Oui, oui, non. Et ça nous pose à tous le problème de la difficulté de tout cela. Et je pense qu'un débat parlementaire doit transcender, et on l'a bien vu, les stricts clivages politiques. Parce que c'est un vrai problème. Moi, personnellement, je pense qu'on aborde cette question, et vous l'avez dit, M. Weil, sans se poser toute la question de ce que signifie la nationalité, le droit de la nationalité.
On n'est pas prêt d'être comme les États-Unis, de tuer quelqu'un mais lui dire tu gardes tes droits à la nationalité, ce qui est un peu paradoxal, mais ça pose de vrais problèmes de ce qu'est la nationalité. Et ce qui est dommage, c'est qu'on l'aborde dans des conditions qui sont un peu difficiles. La troisième conséquence du dispositif tel qu'il est aujourd'hui, c'est le délit, c'est la possibilité de déchoir pour un délit d'atteinte grave à la vie de la nation, dont la définition peut évidemment varier selon les majorités qui peuvent changer la loi. Et ça peut aller, je vous rappelle qu'il y avait jusqu'à récemment un délit d'offense au président de la République. Après tout, certains présidents de futur pourront considérer que c'est une atteinte grave à la vie de la nation que de porter atteinte au président de la République. Et voilà. Donc je pense que c'est ouvrir la voie telle que l'article 2 est écrit à des dispositions législatives liberticides que d'ailleurs le Conseil d'État avait relevé en supprimant dans son avis, supprimant cette possibilité qu'on puisse déchoir pour un délit. Il y a une grande différence entre les deux branches de la révision constitutionnelle dont nous sommes saisis, c'est que s'agissant de l'état d'urgence, on peut espérer obtenir un texte qui restreigne en réalité ce que pourrait faire un législateur du futur pour étendre les restrictions aux libertés dans le cadre de l'état d'urgence. Tandis que quand il s'agit de la déchéance de nationalité, on inscrit dans la Constitution, à titre préventif d'ailleurs, la possibilité d'apporter des restrictions que la Constitution semblerait interdire à des droits qui ne sont pas des droits secondaires, puisque comme nous l'a démontré M. Veil, il s'agit bien de droits qui se rattachent à l'identité profonde de la personne et à son statut dans la société. Donc quand on touche à la question de l'apatridie, quand aussi on prévoit la possibilité que la déchéance soit prononcée non seulement pour des crimes très graves, mais aussi pour des délits qui, par hypothèse, le sont moins, on rentre bien dans un processus intellectuel plus juridique qui diminue le niveau des garanties individuelles dans notre société. Je crois que c'est incontestable, il faut le dire, et par conséquent, cette disposition appelle de notre part un soin tout à fait particulier. Le texte dont nous sommes saisis n'est d'ailleurs pas celui qu'avait rédigé le gouvernement, et je ne suis pas sûr que nos collègues de l'Assemblée nationale aient bien mesuré l'extension considérable qu'ils ont apportée par leur vote au texte qui leur avait été soumis, puisque la faculté ouverte aux législateurs de légiférer en matière de déchéance est véritablement considérablement amplifiée par le texte modifié par l'Assemblée nationale. Je crois que c'est incontestable. Et donc c'est un texte qui, du point de vue des droits fondamentaux, est beaucoup plus restrictif que les intentions qui avaient été exprimées par le président de la République et qui s'étaient trouvées traduites, même si le président n'avait pas parlé de révision constitutionnelle le 16 novembre, vous l'avez rappelé, mais qui se sont trouvées traduites dans le texte adopté par le Conseil des ministres après l'avis du Conseil d'État. Il me semble qu'en ayant notamment lu les débats, qu'il n'y a qu'une seule justification à cette réforme de protection constitutionnelle, de protection de la nation. Cette seule justification, c'est de rassurer les Français en disant, voilà, on a eu une attaque terroriste absolument terrible, dramatique, il faut rassurer les Français. Et qu'est-ce qu'on trouve comme solution? Réformer la Constitution. C'est la seule réponse qu'on donne et on fait croire aux Français, aux citoyens, que c'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes. Eh bien, je suis désolé. La Constitution, c'est M. Houillon qui l'a dit, il l'a très bien dit dans les débats, il a dit la Constitution n'est pas un outil de communication politique. Ce n'est pas un outil de marketing politique, comme l'a dit un autre député, M. Valax. Et c'est simplement ici ce que je voudrais vous dire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat. Très bon week-end et à lundi.